médecine de Rouen. Donc l'idée, c'est, d'arriver en une petite demi-heure à vous parler un tout petit peu du développement précoce, du fait qu'on ne peut pas parler du développement précoce si on ne le pense pas en interaction avec l'environnement et en particulier avec, les personnes qui, s'occupent de l'enfant, qui sont généralement les parents, mais pas que, en tout cas ce qu'on appelle en anglo-saxon les caregivers, ce qui n'a pas de bonne traduction française et qui permet la mise en place de ce qu'on appelle les patterns d'attachement. Tout ça, ayant éclairé aujourd'hui, ce que l'on peut, disons explorer, puisqu'on ne sait pas encore énormément de choses, mais ce que l'on peut explorer dans le domaine non plus de la génétique seulement, mais de l'épigénétique, c'est-à-dire de l'impact sur l'expression génétique, de, différents, facteurs, notamment en ce qui me concerne des facteurs environnementaux. Voilà. Alors, pour démarrer, pour penser en termes de développement de l'enfant, il a fallu réviser, vous verrez, j'en parlerai tout à la fin, pour, peut-être lancer le débat, réfléchir à ce dont l'enfant avait besoin, en termes, qui permettent, son développement. Et contre-intuitivement, en quelque sorte, les besoins auxquels tout le monde pense, les besoins de nourriture, de chaleur, et éventuellement même les besoins relationnels, sont en fait, «secondaires» entre guillemets, nécessitent qu'un méta-besoin, soit assuré, c'est celui de la sécurité. C'est-à-dire que sans sécurité, et bien même, être nourri ne suffira pas à, vous permettre, de vous développer adéquatement et je dis ça y compris pour des pays ou des environnements qui ne sont pas aussi riches, en termes, de PIB et de ressources que le nôtre. Donc le développement précoce, Heu, alors à nouveau, vous excuserez la rapidité avec laquelle, je vais passer. Le but n'est pas évidemment, pas que vous ayez sorti de là avec toute une connaissance spécifique sur le développement, mais que vous voyez à quel point c'est rapide, et c'est complexe et ça se, complexifie, avec, une, rapidité, heu, digne des voyages interstellaires. Pour cela, peut-être, pour commencer, pour rendre les choses, plus, vivantes, un petit film qui dure très exactement, 5 minutes quand même, mais qui au fond dit presque tout de manière, simple avec Public éclairé qui est un film, qui a été conçu par des collègues à moi de Harvard et qui a ensuite été traduit, en français et d'ailleurs dans d'autres langues, qui explique pourquoi c'est la période, du précoce non verbal est essentielle. Alors elle le fait un peu à l'anglo-saxonne, éventuellement, je vous interromprai, le film, parce que la fin est un peu, est charmante, mais, nous avons, besoin d'avancer. Mais je vous le dis parce que c'est vraiment ça pose les bases. Voilà. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant
possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2 tiers de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste, spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Jack Shonkoff de l'Université d'Harvard le confirme. Advances in neuroscience, molecular biology, and genomics have a very simple message. That message is that early experience literally is built into our bodies, for better or for worse. Surveillons donc nos habitudes, car elles structurent directement le cerveau de l'enfant. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde. Alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Voilà. Alors, évidemment, il y a une petite dimension comme ça positive, mais vous comprendrez que tout y est sur la question d'affamer le cerveau, sur la question de l'interaction et également sur le fait que ce sont les expériences fréquemment rencontrées et aussi celles qui sont fréquemment inscrites, donc y compris évidemment les violences, les traumas quand on vit dans une zone de guerre par exemple, qui seront essentielles. Alors pour vous donner une toute petite idée un petit peu dynamique du fait que dès le prénatal, le nouveau-né est capable de plein de choses, hein. C'est tout ce qu'on a appelé, tout ce dont éventuellement on parle, y compris dans les journaux, sur les compétences, les bébés savants, les compétences néonatales. Mais c'est pour dire que très très tôt, tout de suite, le bébé a des
le nouveau-né a des compétences extrêmement importantes, à condition évidemment de ne pas avoir souffert pendant la grossesse d'un certain nombre de toxiques, par exemple. Et que donc, ça, c'est la norme. Donc, la norme, c'est qu'il a déjà des grandes capacités et que ces capacités vont continuer de se développer à une rapidité absolument étonnante, effarante même. Alors tout le monde pense au fait que dès l'âge de 3 mois, les enfants sont repérés par ce qu'on appelle le sourire réponse. Mais bien entendu, il y a plein d'autres choses qui se passent, qui sont un petit peu plus subtiles et qui sont très très importantes, et notamment le fait de démarrer en fait dès la naissance, mais visiblement les dialogues vocaux, hein, le fait de faire que quand vous faites areux ou quand vous faites coucou, même dès l'âge de 2 ou 3 mois, le bébé va réagir, va vocaliser, et qu'il va y avoir donc ce que les Français ont traduit par un tour de parole, mais surtout un turn-taking, un tour de jeu en quelque sorte, qui montre la réciprocité des échanges et qui montre l'intérêt du bébé à la fois pour la proximité avec l'adulte qui s'occupe de lui, mais aussi pour les échanges avec le monde extérieur. Et tout ça va continuer évidemment à se développer et s'enrichir avec des capacités motrices qui vont grandir énormément, avec là on parle souvent de la mère, excusez le stéréotypisme genré, parce que ça peut tout à fait être le père, mais en tout cas la personne qui s'occupe de l'enfant, qui est quand même majoritairement de sexe féminin dans notre société, va permettre que se développent des routines, des activités, une attention partagée qui va permettre ensuite, évidemment, d'entrer dans le véritable monde, on va dire, futur de l'enfance et le monde culturel qui se développe à partir de la fin de la première année de la vie. Le fameux élagage synaptique est majeur, l'élagage neuronal d'abord et puis l'élagage synaptique ensuite sont majeurs la première année de la vie, même si ça continue ensuite. C'est essentiel pour vous rappeler que puisque nous sommes des mammifères, finalement, grosso modo, on a 2 périodes d'énorme développement. C'est une période intra-utérine d'à peu près 9 mois et une période en vie aérienne d'à peu près 9 mois également, et que nous sommes des nouveau-nés physiologiquement prématurés, et on peut considérer qu'en termes, en tout cas des théories de l'évolution, si ce n'était quelques particularités physiques, notre deuxième naissance a lieu après une deuxième grossesse aérienne, c'est-à-dire que les capacités d'un nouveau-né à 9 mois sont à peu près celles d'un nouveau-né humain, sont à peu près celles d'un primate. Que nos plus proches cousins, je vous rappelle, les bonobos ou les chimpanzés. Et c'est à partir de là, en effet, que on se déplace, on s'agrippe, on comprend l'humour, on échange, même s'il n'y a pas encore de langage totalement sémantique. Voilà, donc cette longitudinalité des premiers mois de la vie permet et a été décrite par pas mal d'auteurs sous différentes formes, sur l'émergence de l'autonomie, sur l'échange, l'intersubjectivité émotionnelle, c'est le fait de pouvoir immédiatement en fait avoir l'impression qu'on communique avec un bébé, même si on ne parle pas au sens de la compréhension du sens des mots, et le fait d'avoir de l'attention partagée et de pouvoir donc rapidement, en effet, avoir des implicites dans les échanges qui sont évidemment culturellement souvent déterminés. Et donc tout ça veut dire que, vous comprenez bien que tout ça veut dire que ça n'existe pas tout seul, un bébé, et c'est donc en interaction, alors là avec quelques images sublimes de notre histoire de l'art occidental, mais que l'on retrouve dans d'autres cultures, et que cette interaction, elle a longtemps été ignorée, et maintenant, on va dire quand même, ça fait à peu près 50 ans que cette fameuse étude qui avait défrayé la chronique de la capacité du nouveau-né, hein, là ces bébés ont quelques heures de vie, d'imiter un adulte, a montré que voilà, nous étions en interaction immédiate, et probablement d'ailleurs dès la grossesse. Et on reviendra sur la question de l'épigénétique qui a encore rajouté à
j'ai envie de dire, la difficulté à comprendre ce qui serait inné de ce qui serait acquis. Ce que l'on sait maintenant, c'est que cette qualité de l'environnement, cette qualité ou cette non-qualité des interactions va être très importante pour le développement, non seulement du cerveau du bébé, mais de ce qu'il va intégrer comme manière d'être avec les autres, et que ces interactions, elles sont dynamiques. Donc là aussi, ça veut dire qu'elles évoluent à la fois dans l'instant, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que, bon, pour prendre un adulte et un bébé, on pourrait dire c'est très simple. Il y en a un qui interagit avec l'autre et l'autre répond. Sauf qu'en même temps, en quelque sorte, ils interagissent avec eux-mêmes et que ce qui se passe en eux agit sur l'interaction, un peu comme des ronds dans l'eau, et que cette réciprocité, évidemment, va impacter l'ensemble du système, et que ce système, vous comprenez bien, qu'il est dépendant, évidemment, de la qualité au sens quelles sont les propriétés de l'adulte et du bébé. Si le bébé prématuré a subi des insultes environnementales, des toxiques pendant la grossesse ou en postpartum, si la mère a une pathologie, si elle a subi des stress majeurs du fait d'une guerre ou d'un viol ou de la perte d'un être cher, l'ensemble du système sera impacté, quoi qu'on fasse. Alors après, de combien, pour combien, ça, on pourra discuter. Ceci peut se voir en dézoomant en quelque sorte de l'interaction et peut se voir aussi sur une ligne temporelle dans laquelle, au fond, les interactions, quel que soit l'état des deux partenaires, vont chercher à être, je dirais, un petit peu de qualité. Dans le film que vous avez vu, il y a un petit moment, un peu à peu près au tiers du film, où il y a une maman qui échange avec un bébé en ouvrant la bouche en grand, un bébé qui doit avoir à peu près 6-7 mois, voilà, et qui cherche au fond, à imiter son bébé. C'est plus le bébé qui imite la mère, c'est la mère qui imite le bébé, mais en transformant cette imitation en quelque chose de plus enrichi. C'est typique d'une interaction de bonne qualité qu'on fait intuitivement, mais bien entendu, elle peut dérailler, la mère peut mal orienter sa tête, enfin, il peut se passer quelque chose, et donc, sans que ça soit grave, l'interaction perd sa qualité harmonieuse, et deux personnes qui sont en relation et qui veulent rester en relation vont réparer l'interaction et l'enrichir, la transformer. Et c'est comme ça qu'en fait, si on regarde sur quelques heures, voire quelques jours, et après enfin dans le temps, s'enrichissent les manières d'interagir avec l'enfant, qui lui permet de progressivement engranger, en fait, à la fois bien sûr de la nourriture physique, mais de la nourriture émotionnelle et des éléments d'enrichissement de ce qui lui est proposé dans la vie sociale et culturelle. Donc, ce que l'on a pu constater, c'est quand même un élément important, c'est qu'il y a un caractère de prédictibilité dans les interactions, que cela veut dire que les partenaires ne sont pas totalement identiques, mais ne sont pas non plus totalement indépendants, et que c'est une sorte de prédictibilité moyenne, alors j'expliquerai ce que ça veut dire, qui fait que ensuite l'enfant se développera de manière sécure. Autrement dit, c'est le fait que grosso modo, il peut généralement prédire à peu près ce qui va se passer. Au fond, c'est un éloge de l'imprécision et par contre, une critique forte et de la désorganisation, bien sûr, mais aussi de la prédictibilité absolue, puisque l'enfant ne sera pas intéressé par quelque chose qu'il connaît par cœur, et il ne sera pas non plus, évidemment, rassuré par quelque chose qui serait totalement imprévisible et incompréhensible compte tenu de son âge de développement. Et cela nous mène à pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux interactions pour pouvoir penser l'attachement. Et l'attachement, c'est quoi en termes, là aussi, beaucoup mieux que tout ce que peuvent dire les chercheurs? L'attachement, c'est ce tableau un peu pixelisé de magnifique. C'est le fait que vous pouvez vous appuyer contre une figure protectrice, mais que vous êtes en même temps autorisé de manière sécure à explorer un environnement qui n'est pas parfait, loin de là, hein, au sein duquel vous pouvez trébucher, mais
dans lequel il y aura quelqu'un pour vous rattraper, vous consoler et éventuellement vous relever. C'est exactement ça l'attachement sécure, et c'est une façon qui s'apprend, qui s'installe automatiquement chez tout le monde. Par contre, elle ne va pas s'installer de manière sécure chez tout le monde, mais elle va devenir une façon d'être, soit accordée, soit non accordée. Alors, compte tenu du temps, je vais passer sur les bases de la théorie de l'attachement parce que voilà, c'est l'idée que je vous développe. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être en sécurité, je vais passer directement, je vous enverrai les diapos si vous voulez, sur le fait qu'il faut à la fois pouvoir être à côté, être rassuré, être réchauffé, être nourri, etc. Et en même temps, avoir la possibilité d'explorer. Si on est constamment tenu en laisse, en quelque sorte, on ne peut pas explorer. Et si on n'est jamais rassuré, on ne peut pas explorer non plus. Ou si on explore, eh bien, on est en danger. Et l'attachement va se caractériser de manière soit organisée, soit désorganisée, soit sécure, soit insécure. Mais même en étant insécure, on peut être organisé, c'est-à-dire que même si les modalités d'exploration ne sont pas optimales, à partir du moment où elles se répètent et où il y a une certaine stabilité dans la manière dont elles se répètent, vous serez organisé même si vous êtes insécure. Malheureusement, dans certaines situations, en particulier dans les situations de trauma grave des parents ou de l'environnement et des parents, ce qui est caractéristique, c'est des parents ayant vécu des traumas, soit dans leur enfance, soit pendant la grossesse et pendant la période immédiatement précédant la naissance. C'est le cas des traumas non naturels, on va dire, hein. C'est-à-dire les traumas liés à des événements intercurrents que les hommes ont produits ou n'ont pas produits, mais auxquels ils n'ont pas su protéger leur population. Hein, parce qu'il y a un tsunami que vous êtes désorganisé, c'est parce que la réponse à ce tsunami n'a pas permis de protéger les populations. Et cet attachement désorganisé est évidemment ce qui est le plus délétère. Alors, en termes de population, pour vous donner une idée, dans la population générale, à peu près 60%, voire même un peu plus, des gens sont sécures, ce qui veut dire que dans le groupe où on est là, probablement un certain nombre d'entre nous sont insécures. C'est le cas de beaucoup de personnels de soins, mais sont insécures organisés, c'est-à-dire qu'ils se sont organisés comme ça. Et seuls 10% de la population générale, si on prend l'ensemble de la population, est désorganisée. Par contre, si on prend les populations de type en protection de l'enfance ou disons les populations que nous voyons, nous, en soins en psychiatrie, eh bien, c'est plus de la moitié, en fait, à peu près la moitié qui sont désorganisées. Ça vous donne une idée de la différence. Et en population d'enfants placés, vous avez jusqu'à 80% d'enfants désorganisés, pour vous donner une idée des conséquences des traumas précoces, et que ce soit sur l'enfant ou bien sûr sur les relations en général. Voilà, donc ces conséquences sont très graves parce que autant être sécure, c'est un peu comme être vacciné. Ça vous empêchera peut-être pas de tomber malade, mais vous serez moins malade. Et vous serez moins malade, y compris si vous arrive des choses graves, parce que vous serez plus confiant, vous saurez à qui faire appel, vous serez capable de vous dire qu'il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter. Alors que si vous êtes désorganisé, vous ne saurez même pas à qui faire appel et vous serez constamment difficile à interpréter. Un petit mot sur comment on comprend ces phénomènes, y compris sur la partie, j'ai envie de dire, invisible d'avant la naissance, c'est-à-dire la partie fœtale. C'est qu'aujourd'hui, enfin, ça fait une 50aine d'années qu'on travaille sur l'épigénétique, mais il faut dire que l'épigénétique s'est développée de manière extrêmement, là aussi, exponentielle depuis le décodage du génome, puisque après l'illusion du décodage du génome en totalité, on s'est aperçu que même avec ça,
nous manquait beaucoup d'informations, ça a été de se rendre compte que la place de l'épigénétique était essentielle, en particulier parce que l'environnement, l'impact de l'environnement qui permettait ou pas que s'exprime le génome, hein, c'est ça l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'expression du génome, du fait de déclencheurs ou au contraire d'extincteurs en quelque sorte extérieurs. Alors la plupart du temps, c'est étudié en termes de facteurs environnementaux plutôt chimiques, toxiques, euh, viraux ou bactériens. Évidemment, pour ceux qui s'intéressent au développement précoce, c'est aussi l'environnement au sens de la maltraitance ou le trauma ou les accidents de la vie, on va dire ça comme ça. Et en termes évidemment d'études de données scientifiques, c'est un peu compliqué, heureusement, de nos jours d'étudier prospectivement la grossesse et le fœtus. Heureusement, on a un petit peu des lois protectrices. Donc on fait ça sur des modèles animaux et on peut voir que sur certains modèles animaux, ce que l'on a dit dans le film du développement précoce en vie aérienne marche aussi sur le développement fœtal et que donc, bien sûr, les toxiques dont on a pu parler, mais le stress au sens majeur, va provoquer des difficultés qui font que dès la naissance, même si toutes les compétences sont censées être en place, elles vont l'être ou ne pas l'être, et on va avoir, donc on peut dire, une sorte de perte de chance déjà prénatale qui se répercutera en vie aérienne, donc en post-natal, mais aussi, et plus important, hein, donc c'est les modèles animaux qui permettent en termes de comportement, hein, c'est-à-dire pas seulement en termes j'ai envie de dire de handicap, mais en termes de comportement, c'est-à-dire qu'un parent qui sera anxieux et qui nourrira de manière, avec des interactions anxieuses en quelque sorte, son petit, eh bien le petit à son tour deviendra un parent anxieux. Alors on est sur des rongeurs, ils n'ont pas de langage, on est d'accord, mais tout de même, c'est un point majeur parce que en termes de réflexion, de prévention et de soins, et puis même de réflexion sociétale, on se retrouve quand même avec des études animales qui ont maintenant une dizaine d'années. La première, c'était 2007, c'est McGill qui a beaucoup travaillé là-dessus, mais depuis, ça ne cesse de sortir, qui montre que sur 3 générations, alors là, vous avez de la parentalité anxieuse en quelque sorte, hein, des rongeurs qui n'interagissent que peu, low interactive, de mauvaises interactions, on va dire un nombre inférieur d'interactions qu'attendu avec leurs petits, et ceux qui sont des bons interactionnistes. L'ingéniosité des chercheurs a fait qu'ils les ont ensuite mis dans des milieux, on va dire, soit standards, d'élevage standard, soit enrichis avec plus d'interactions pour compenser pour certains ou pour encore plus pour ceux qui sont déjà des bons interactionnistes, ou appauvris. Alors on peut appauvrir facilement les environnements des rongeurs. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ceux qui étaient on va dire des mauvais interactionnistes vont avoir des enfants qui vont devenir des mauvais interactionnistes, même en milieu standard, mais leurs enfants, attendus, pas d'ascenseur social, n'est-ce pas? On les laisse dans un milieu standard, et à la 3e génération, les petits-enfants restent des mauvais interactionnistes. Plus intéressant, les mauvais interactionnistes, on les met dans un milieu enrichi, donc ils deviennent des bons interactionnistes. Alors vous allez me dire, bon, bah oui, on a enrichi le milieu, c'est parfait, mais ils gardent des mauvais gènes en quelque sorte. Ah oui, mais sauf que si on les laisse dans un milieu standard maintenant, eh bien, ils restent des bons interactionnistes. Et il n'y a que l'épigénétique pour expliquer cela. Et l'inverse est également vrai, c'est-à-dire que si on met des bons interactionnistes en milieu appauvri, donc on les traumatise, on les carence, on les néglige, ils deviennent des mauvais interactionnistes, enfin leurs enfants deviennent des mauvais interactionnistes avec leurs enfants, et même si on revient à la norme et non pas à l'enrichissement, eh bien à la génération suivante, ils restent, et c'est là le plus grave,
de mauvais interactionnistes. Tout ça pour dire que, et ça sera, je vais rapidement avancer pour qu'on puisse discuter, mais tout ça pour dire que on voit que les gènes, ça compte, le milieu, ça compte énormément pour la génération suivante, mais dramatiquement, si on reste ensuite, même en faisant, on va dire, la même chose pour tout le monde, eh bien, en fait, on continue de laisser la situation qui a agi à la génération N-1 impacter la génération N+1. Et pour nous, dans le monde de la santé, mais je pense pour vous aussi, tous, et pour nous tous comme société, ce sont des résultats majeurs dont on n'a toujours pas, enfin, de mon point de vue, tiré les conséquences sur ce que l'on fait en termes de prévention et de soins pour les générations à venir. Alors là aussi, j'avais donc développé en fonction l'existence de signes de souffrance que je pourrais vous transmettre, qui se trouvent tous dans un extrait comment, d'un guide qui a été construit non pas par nous, mais par les Canadiens, puisque ce sont les meilleurs sur ce plan-là, et qui, au fond, reprennent tous les éléments qu'on peut repérer, hein, parce que le but, ce n'est pas juste de dire ce que je viens de dire, c'est de pouvoir repérer de manière fine et objectivante, pas juste dire c'est « je pense que », les signes en question de difficultés d'interaction et de souffrance chez l'enfant, et de constater, et ça ce sont les Britanniques qui l'ont montré, qu'en fait, si l'on regarde pendant cette période sensible, on va dire, le nombre d'événements indésirables qui peuvent se produire, d'expériences néfastes, qu'elles soient en termes de difficultés d'environnement variées, on retrouve 20 ans plus tard, les populations adultes pour lesquelles on a besoin de proposer des soins, à la fois bien sûr en psychiatrie, mais aussi en médecine, tout simplement, en termes de maladies cardiovasculaires, de cancer, de comportements à risque, de maladies hépatiques. Hein. Et donc, on voit parce qu'ils ont fait des calculs même médico-économiques, qu'il faut véritablement agir d'emblée, si possible pendant la période périnatale, c'est-à-dire pendant la grossesse, sur la femme et sur l'environnement de cette femme, et sur les besoins ensuite d'enrichir les environnements, en quelque sorte les nids de ces enfants, s'ils proviennent d'une génération qui elle-même a malheureusement souffert. Il y a d'autres manières de le représenter avec évidemment différents facteurs, et on est sur beaucoup de réflexions sur la dimension endocrinienne, c'est-à-dire hormonale, la dimension inflammatoire et l'impact sur le développement de tous ces facteurs. Donc vous voyez aujourd'hui, enfin récemment disons, avec... je ne peux m'empêcher d'être fière d'une femme au Collège de France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, sur l'impact de l'environnement. Donc, ne surtout pas attendre, ça c'est mon message surtout pour mes collègues, au fait, n'attendons pas, s'il vous plaît, pour intervenir, et n'attendons pas pour appliquer la loi de mars 2016, puisque c'est celle qui a transformé et démystifier, je l'espère, même si elle n'est pas implémentée, l'idée qu'un enfant ne pouvait pas être maltraité, qu'un enfant était toujours mieux avec ses parents et qu'un enfant avait plus de devoirs que de droits. Je rappelle que c'est quand même ça l'idéologie ambiante. Si on s'aime, tout ira bien. Hein, la loi de 2000, vous êtes juriste, je voulais remettre un petit peu, je fais ça aussi pour les acteurs de la santé qui ne connaissent pas toujours très bien les lois. Et alors, je ne sais pas si ceci est toujours en vigueur, puisque ça date de 2011, donc c'était avant la loi de 2016. Enfin, j'étais frappée de trouver dans un écrit du ministère de la Justice le fait que la règle étant que l'enfant étant élevé dans sa famille, eh bien, on ne
mesure pas si l'enfant pourrait avoir intérêt à rester dans un cadre qui lui réussit bien, on le remet dans sa famille. Et je pense que c'est malheureusement, malgré la transformation qui est aujourd'hui le besoin de prendre en compte les besoins fondamentaux et la sécurité de l'enfant, ce qui continue d'être fait. Donc, on change notre regard sur l'enfant et sur sa place dans la société et sur comment on devient un adulte. Vous voyez que c'est un peu difficile, c'était un peu difficile de voir, sans regarder à la loupe, si oui ou non, il y avait une grande différence entre les petits hommes et les grands hommes, c'est-à-dire les enfants et les adultes. On est passé, à des visions, un peu de voilà, on reste encore probablement dans cette vision un peu idyllique d'une famille nucléaire, alors qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va avec l'épigénétique. Mais, je pense qu'on a vraiment besoin, de pouvoir se repositionner dans une vision dynamique et complexe, des vulnérabilités et des besoins. Et je pense que j'ai à peu près, résumé ce que je voulais dire, même si c'est sûrement pas plein de choses encore et que je vais échanger avec vous plutôt que de continuer. Voilà.